Et bonjour. Oh là là, quelle synchronicité, je vous raconte pas. Ça a été la course aujourd'hui, ça a été la course. Comment allez-vous? Qui est là ce matin? Est-ce que vous êtes déjà là ce matin? Est-ce que vous m'entendez bien? Tout ça, tout ça. Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, j'ai mon ordi sur les genoux. 3 personnes. Bonjour. Bougez pas, hein, j'ai quelques réglages à faire parce que j'ai fait une mise à jour de mon ordinateur et de mon logiciel. Et donc, du coup, j'ai perdu toutes les petites fenêtres qui me permettent de comprendre. Voilà, ok. Donc, vous m'entendez bien normalement parce que mon ordinateur me dit que vous m'entendez bien. Je vous attends. On n'est pas en avance, on est juste bien. Alors, qui est là ce matin? Tom, 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 tom. Bonjour, bonjour. 10 personnes, bonjour. Donc, bienvenue sur ce live. Si vous êtes nouveau, si c'est votre premier live, sachez que ce live est enregistré et disponible en replay. Alors pas forcément tout de suite parce qu'en ce moment j'ai des problèmes de connexion internet. On est 3 à travailler à la maison sur une pauvre ADSL parce qu'Orange n'arrive pas à m'installer la fibre. Donc j'ai beaucoup de mal à mettre en ligne les vidéos, les replays, surtout quand on fait pendant 1 heure on papote, je vous raconte pas comme c'est compliqué à la fin. Donc j'essaye de mettre dans la semaine qui suit le live, le replay disponible sur la plateforme d'apprentissage. Il est dans tous les cas disponible via les fichiers multimédia ou les vidéos sur Facebook. Je le mets aussi dans les modules sur Facebook, dans le module live. Et quand il est en ligne, vous avez un lien pour aller le voir sur YouTube. Ces lives sont l'occasion de nous retrouver 1 fois par semaine et c'est plutôt cool. Autour d'un café, sur des sujets divers et variés. Notamment des sujets un peu théoriques, des sujets un peu pratiques et aujourd'hui un sujet très pratico-pratique puisqu'on va parler de survivre aux fêtes de fin d'année. Bonjour, bonjour. Alors c'est ouf parce que je n'ai plus... bonjour, j'ai des soucis de connexion. Alors je ne sais pas qui me parle en fait. Bon, le logiciel, il faudra que je fasse des réglages. Je n'ai plus vos noms qui s'affichent quand vous commentez, donc je ne sais pas qui c'est qui parle. Qui c'est qui a galéré là? Hello, la galère pour réussir à être là. Ouais, je sais, moi aussi j'ai galéré pour réussir à être là ce matin. Donc aujourd'hui on va parler des fêtes de fin d'année et de comment est-ce qu'on peut survivre à ces fêtes. Clairement c'est pas une chose évidente et clairement il y a pas mal de choses à savoir et à mettre en place et puis il y a différentes philosophies à adopter mais il y a des erreurs à ne pas faire et c'est surtout ça que je voudrais vous partager aujourd'hui, les erreurs qu'il ne faut pas faire quand on aborde Noël. Donc on va se connecter, pardon, on va comme d'habitude, faire 3 parties. À la fin de chaque partie, vous pourrez poser des questions sur les parties en question ou faire des remarques. Là, j'ai beaucoup de mal à récupérer vos noms. Je ne sais pas ce qui se passe, je pense qu'il faut que je fasse un réglage dans mon logiciel. Dans tous les cas, je vois vos commentaires, donc ça va bien. Et on va commencer avec quelques idées de cuisine, de recettes, de comment vous pouvez adapter des repas ou comment vous pouvez vous adapter aux repas existants. On va parler ensuite de la stratégie à mettre en place pour faire les bons choix pendant les fêtes. Et après, on va parler de comment est-ce qu'on éteint le feu. J'ai parlé de pompiers. Après l'incendie, pour revenir à la normale et faire en sorte que ce n'ait pas trop d'impact. Donc si vous êtes prêts, on y va. Combien êtes-vous? Combien êtes-vous? Combien êtes-vous? 10, 15. Oh là là. Petite matinée. C'est une matinée difficile aujourd'hui. Donc, on va commencer avec les aliments qu'on peut se permettre à Noël, parce qu'il y en a plein en fait. Au final, quand on réfléchit, Noël, c'est le gras, hein, parce que quand on fait la fête, on mange du gras, donc on mange du saumon fumé, c'est gras, on mange du foie gras, comme son nom l'indique, on mange des bonnes viandes, de la dinde, du rôti de biche pour certains, du magret de canard pour d'autres. Au niveau des viandes, vous aurez le choix, généralement que ce soit chez vous ou ailleurs, il y a de fortes chances qu'il y ait une pièce de viande, sauf si vous passez Noël avec des végétariens, ce qui est le cas d'une des personnes que j'accompagne, et effectivement ça va être un peu plus compliqué. Mais globalement, les repas traditionnels de fête comportent quand même beaucoup d'aliments qu'on peut s'autoriser, et justement il faut se les autoriser et surtout ne pas
ne pas se priver et s'en servir pour se caler. C'est-à-dire que il vaut mieux manger 3 fois du foie gras à la cuillère. Alors à la cuillère, on en parlera tout à l'heure, mais il vaut mieux manger plein de viande et ne pas toucher à l'accompagnement que d'essayer de vous limiter. Faites-vous plaisir, mangez beaucoup et mangez des choses autorisées parce qu'il y en a plein. Donc, parmi les choses autorisées, forcément, foie gras, pâté, caviar, œufs de lampe. Bon, alors les œufs de lampe, sans le toast, c'est compliqué, mais on va revenir aussi à la notion du toast. Tout ce qui est viande rôtie, dinde, chapon, etc., aucun problème. Et puis après, il y a des recettes. Alors l'année dernière, on avait fait un calendrier de l'Avent. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais demandé un peu à tout le monde de m'envoyer des recettes et j'avais publié sur mon site un calendrier de l'Avent avec les 24 recettes sélectionnées. Je vous remettrai le lien dans le groupe parce qu'il y a des recettes intéressantes et j'en ai relevé quelques-unes. Au niveau des entrées, alors forcément foie gras et saumon fumé, mais on peut aussi faire des tartinades à base de légumes ou à base de façon caviar d'aubergine ou des choses comme ça. Ces tartinades, on va les manger sur le pain Energus, le bon pain Energus qu'on peut faire à la maison quand on achète la farine ou qu'on peut commander directement sur le site. Alors achetez-le sur le site du fabricant, c'est panadis.fr. N'allez pas l'acheter sur un autre site qui fait encore de la marge par-dessus, quitte à acheter directement chez le fabricant. Moi, j'ai pas de code promo à vous proposer parce que j'ai refusé le code promo parce que je refuse de gagner de l'argent en recommandant des choses parce que je veux pas que mon avis soit soumis à des contraintes financières et à des intérêts économiques. Mais je sais qu'il y a pas mal de codes promo Panadis qui circulent, notamment, je crois, chez les Keto Frenchies. Donc, allez chercher un petit peu, sinon j'essaierai de vous en trouver un pour vous le mettre. La personne qui partage ce code promo gagnera un petit peu d'argent de son côté et ça sera très bien. Donc le pain Energus que vous pouvez acheter tout fait, que vous pouvez acheter dans certaines boulangeries, dans certains Auchan, dans certains magasins U de l'ouest de la France, etc. Il est glucidique, on ne va pas se mentir, mais c'est la stratégie du moins pire et ça vous permet d'éviter la frustration du saumon fumé, du foie gras, des choses que vous n'avez pas forcément envie. Alors moi je les mange sans problème à la cuillère ou directement comme ça à la fourchette. Le saumon fumé, je le prends, je le citronne, je le coupe. Des fois je mets même un morceau de beurre dedans, je l'enroule et je le mange comme ça. Mais si vous avez vraiment envie de vous faire plaisir avec du pain, essayez de choisir le pain le moins pire possible. Et le pain le moins pire possible, c'est vraiment le pain Energus. Ce pain Energus donc, va vous permettre de faire des toasts de saumon. Alors bien entendu, soyez raisonnable, faites-vous une petite tranche de pain avec des gros morceaux de foie gras. Commencez pas à faire des petits toasts où vous mettez juste la lichette de foie gras et vous en faites 15. Parce que là, pour le coup, vous allez être vraiment dans l'abus par rapport au pain Energus. Mais juste pour accompagner votre foie gras et éventuellement un petit bout du magnifique plateau de fromage que vous ne manquerez pas de faire, c'est quand même acceptable et c'est quand même super pratique. Donc n'hésitez pas avec le pain Energus. Après, au niveau des tartinades, il y a des houmous, il y a du baba ganoush. Alors, je vous ai partagé la recette de Claire. Je crois que c'est Aude la marmotte chez nous. Claire, elle fait du baba ganoush. Alors, c'est un mélange entre le caviar d'aubergine et la purée de sésame. Vous savez, mon amour immodéré pour la purée de sésame, c'est très très bon. Après, forcément, c'est pas un plat traditionnel de Noël, mais si vous avez envie d'être un petit peu dans l'exotique, vous pouvez faire ce genre de choses. Ou du houmous de lupin, ou des tartinades de courgettes, ou des fromages blancs battus avec de la crème fraîche et des fines herbes pour manger avec des crudités. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en apéro qui passent totalement dans le cadre d'une alimentation réduite en glucides. J'emploie pas le terme cétogène là, puisqu'on sait très bien qu'à partir du moment où on va augmenter les glucides, même en restant dans les aliments autorisés, on n'est plus tout à fait en cétogène, mais on s'en fiche un peu. L'essentiel, c'est vraiment de diminuer l'apport en glucides au maximum et d'essayer de réduire les dégâts éventuels. Après, vous avez en entrée sur ce fameux calendrier de l'Avent que je vous avais mis l'année dernière, on avait Marie-Christine qui nous avait partagé une recette de terrine de foie de volaille aux noisettes qui était très très bien et qui était suffisamment compacte pour qu'on puisse la manger à la fourchette en petits cubes, donc c'est plutôt pas mal. Il y avait le pain de poisson de Noël aussi que j'ai testé et que j'ai un peu adapté à ma sauce plus tard dans l'année. Le pain de poisson c'est génial parce que c'est frais, c'est bon, ça se mange avec du citron, c'est super joli quand on sait bien le présenter. Et pour le coup, le pain de poisson c'est de la protéine et de la protéine, il n'y a pas grand chose d'autre dedans, enfin dans cette recette là en l'occurrence.
Sinon, vous avez des cakes que vous pouvez faire à la courge, par exemple, qui vont rappeler un petit peu les repas de fête avec les pumpkin pie ou les choses comme ça. Et vous avez aussi la fameuse soupe de courge que vous pouvez faire un peu de manière traditionnelle avec de la crème fraîche et de la noix de muscade, mais que vous pouvez aussi faire comme l'avait proposé Jennifer l'année dernière, façon coco curry, après avoir fait griller vos courges. Donc toutes ces recettes-là, elles sont dans le calendrier de l'Avent qu'on avait partagé l'année dernière et je vais vous les remettre à disposition sur le groupe. Je les mettrai aussi à disposition en attachement sur la vidéo, sur la plateforme d'apprentissage. Après, au niveau des plats, comme je vous le disais, vous avez tout un tas de plats possibles. Moi, ce que je préfère, et je pense que c'est ce que je vais faire cette année, parce que cette année, avec la crise sanitaire, on va avoir un Noël un petit peu réduit, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 10-11 personnes à table 2 jours d'affilée, je vais avoir mes parents le réveillon et mes beaux-parents le jour de Noël, donc on sera à 5. Et je pense qu'un des 2 repas, je vais faire mes médaillons de magret de canard. Alors je pense que vous avez déjà vu la recette sur mon site, mais je vous la remettrai aussi. L'idée, c'est d'acheter des magrets, 2 beaux magrets pour 3 personnes, 3-4 personnes. Donc là, on est 5, je vais prendre 4 beaux magrets. 4 beaux magrets parce qu'il y a des pertes, il y a des choses qui ne sont pas très présentables. Donc du coup, pour avoir des belles parts au milieu, c'est important. Vous prenez vos 2 magrets, vous fendez la peau pour en faire un petit peu, pour qu'elle dégorge bien le gras. De l'autre côté, côté chair, vous ouvrez, vous fendez en 2. Vous salez, vous poivrez. À l'intérieur de cette fente que vous avez faite, vous pouvez mettre tout un tas de choses. Alors moi, il m'est arrivé de mettre des tranches de foie gras frais. Il m'est arrivé aussi de mettre des noix, des noisettes, des pistaches pilées avec des épices un peu indiennes. Enfin, il y a plein de solutions, plein de petites farces sympas. Vous pouvez mettre de la tomate séchée avec du basilic, vous pouvez mettre des petits morceaux de poivron avec des petits morceaux de chorizo, enfin plein de choses que vous pouvez mettre au milieu donc de votre magret de canard. Vous prenez vos 2 magrets de canard, vous les collez l'un contre l'autre et vous les ficelez. Je crois que sur la recette que j'ai mis sur mon site, je vous ai même mis le lien vers un tuto YouTube pour apprendre à ficeler ses rôtis, parce qu'effectivement, il faut avoir le tour de main pour arriver à bien ficeler son magret de canard. On fait cuire ces 2 magrets de canard, ou ces 4 magrets de canard en fonction, au four, à température assez élevée pendant 25, 28 minutes, 30 minutes, ça dépend de l'épaisseur du truc. Et ensuite, au moment de servir, on les sort, on déglace bien entendu le fond de la plaque avec un peu de crème fraîche ou un peu de vin blanc pour donner un peu liquéfier un peu les sucs qui se sont collés à la plaque. On coupe les magrets de canard en grosses tranches bien épaisses, genre 2 cm, et ça vous fait des magnifiques magrets de canard avec la farce au milieu, la peau bien grillée autour, et vous mettez un peu de la sauce que vous avez déglacée par-dessus, et je peux vous assurer que ça fait un carton à chaque fois. Et ça prend... allez, 10 minutes à faire. Bon, le plus long, c'est de ficeler quand on n'a pas la main. Moi, je suis obligée de re-regarder le tuto YouTube à chaque fois parce que comme je ficelle rarement des rôtis, je n'ai pas la main pour le faire plusieurs fois. J'ai du mal à prendre l'habitude, mais quand on a commencé à le faire, après, ça revient très très vite. Donc, le magret de canard, c'est pas mal. Pour les toasts, des tranches de radis, oui, effectivement. Mais aussi des crackers. Les crackers, j'ai oublié de vous en parler, les fameux crackers de Low Carb Frenchy, qui sont des petits crackers à base de graines. C'est super sympa aussi pour tremper dans les petites crèmes, etc. Sur la liste des 24 recettes de l'Avent de l'hiver dernier, il y avait aussi Cornelia qui nous a fait un magnifique hachis de canard croquant avec un mélange de canard, de purée de chou-fleur avec des petites choses croquantes sur le dessus, présentées en timbale, enfin super joli. Et la timbale de saumon de Valérie, pareil aussi super joli, super bon. Voilà, il y a pas mal de choix si vous avez envie de sortir un peu de la traditionnelle dinde ou du traditionnel rôti, chapon, que sais-je. Moi, dans ma famille, pendant très longtemps, chaque année, j'ai fait des Noëls à thème parce que je trouvais ça un peu ennuyeux, la dinde, le machin, les marrons, tout ça. Et donc, en fait, depuis que ma fille est née, quasiment, elle a 18 ans, donc je ne vous raconte pas le nombre d'idées qu'il a fallu trouver. Chaque année, on a fait un Noël à thème sur le thème d'un des voyages qu'on faisait, parce qu'on a beaucoup voyagé, ou sur des choses qui nous intéressaient. Donc, quand je suis partie en Inde pour le travail, j'ai racheté plein d'épices, et quand je suis revenue, j'ai fait le Noël indien, on a fait Noël espagnol avec de la paella, on a fait Noël chinois avec la fondue chinoise et
et des rouleaux de printemps qu'on avait fait nous-mêmes. On a fait Noël alsacien parce qu'on était allé en Alsace. On a fait Noël américain parce qu'on était allé aux États-Unis. Alors on n'a pas fait le Noël japonais parce que trop compliqué la cuisine japonaise. Mais voilà, on a fait plein de Noël à thème et c'était toujours intéressant parce que c'est l'occasion de passer un peu de temps en cuisine et de faire des choses qu'on ne mange pas tous les jours et qu'on n'a pas forcément envie de se mettre en chantier pour les faire tous les jours. Donc Noël, c'est aussi une bonne occasion pour tester ce genre de recettes. Donc vous avez pas mal de choix. Et après, vous avez aussi le choix donc, de la viande traditionnelle et du coup de l'accompagnement. Alors pour l'accompagnement, sur le calendrier de l'Avent, il y a le gratin de blettes et céleri au Munster que nous avait proposé Sophie, qui est très bon. Vous avez aussi de la purée de courge butternut et de courgettes qui avait été proposée par Magali. Et après, vous avez pas mal de choses. Alors moi, j'aime beaucoup le chou-fleur rôti. J'en ai fait une année. Je pense que cette année aussi, je vais en refaire. Donc vraiment, acheter des beaux petits choux-fleurs. Alors si vous avez envie de mettre de la couleur, vous pouvez même acheter des petits choux-fleurs colorés, hein, même si on se doute bien qu'ils ne sont pas colorés très naturellement. Mais bon, c'est Noël, c'est une exception. Donc acheter des jolis petits choux-fleurs, creuser un peu l'intérieur pour que le pied les tienne, mais que ça reste bien à plat. Les masser avec une huile ou du gras ou ce que vous voulez. Moi, j'ai tendance à mettre de la graisse de canard. Les saupoudrer de sel, d'épices en faisant attention que ça rentre bien à l'intérieur et mettre ça au four pendant 25 minutes couvert d'un papier d'alu, récupérer le jus, remouiller le truc, remettre au four encore un petit moment découvert pour qu'il rôtisse avec encore du gras si nécessaire et ça fait des très jolies boules que vous pouvez présenter joliment sur votre table et couper pour servir à vos invités. Ça fait un peu plat de fête alors que c'est juste un simple chou-fleur, hein, faut pas l'oublier. Donc ça fait partie des choses sympas. Sinon on peut faire de la purée de chou-fleur, hein. La purée de chou-fleur c'est tout bête et ça marche très bien, de la purée de courge. On peut aussi faire des pommes duchesse avec des choux-fleurs, hein, si on y pense. L'autre jour j'ai vu passer sur le groupe, je sais plus qui c'était, qui a fait des petits choux-fleurs grillés, façon beignet, frits, des petits choux-fleurs frits, c'était mignon aussi. Et après, vous avez les asperges avec le lard autour. Vous avez plein de choses que vous pouvez utiliser qui sont tout à fait acceptables en alimentation cétogène comme accompagnement en sortant un peu de la purée de pommes de terre et des marrons. Dans le même ordre d'idée, un truc dont je ne vous ai pas parlé en entrée et que j'avais fait moi une année quand j'ai fait Noël anglais, parce que j'ai fait Noël anglais, j'avais fait une soupe, alors je ne sais plus à quoi elle était, avec des pigs in blanket. Alors Angie, tu dois savoir ce que c'est. Les pigs in blanket, c'est des saucisses enroulées avec du bacon. Enfin de la poitrine fumée, parce que nous on appelle ça la poitrine fumée en France. Et du coup en fait j'avais acheté des très bonnes saucisses chez le charcutier, j'avais enroulé avec des tranches de poitrine fumée, je les avais fait griller et j'avais servi ma soupe avec le petit cochon, parce que pigs in blanket ça veut dire le cochon dans sa couverture. J'avais mis mon petit cochon enroulé dans sa couverture, trempé dans le bol de soupe sur le côté pour faire un petit peu joli. Et ça avait bien marché aussi, ça avait bien marché à Noël. Donc sur les accompagnements, vous avez vu, il y a pas mal de choix. Et après, le plateau de fromage. Hein. Alors ça, le plateau de fromage, je ne vais pas vous apprendre à en faire un, mais vous savez que vous avez le droit de manger des fromages, donc faites-vous plaisir. N'abusez pas sur le pain, essayez de choisir des fromages qui peuvent se manger avec les doigts, à pâte dure, plutôt que des trucs trop coulants. Si vous avez choisi d'abuser et de faire des choses très coulantes, n'oubliez pas que 1 morceau de pain c'est bien, 2 morceaux de pain ça commence à faire beaucoup, et 3 morceaux de pain c'est vraiment abusé, mais là c'est un choix. Et après au niveau des desserts, sur le calendrier de l'Avent, on a eu plein d'idées de desserts. La forêt noire d'Anne qui fonctionne très bien et que j'ai faite à plusieurs reprises. La bûche roulée à la framboise de Valérie. On peut faire un mix et faire une bûche façon forêt noire aussi, ça fonctionne bien, ou une bûche façon tiramisu aussi, ça marche très bien, en faisant une bonne génoise, la génoise proposée par Valérie, et en la farcissant avec de la crème au mascarpone et au café, et en la roulant après dans des copeaux de chocolat râpé, vous avez une magnifique bûche façon tiramisu. Il y avait Nicolas qui avait proposé un crumble caramel beurre salé, Christina des étoiles à la cannelle, donc il y a une recette d'étoiles à la cannelle sur le site que je vous partagerai. Cornelia avait proposé du jus de canneberge épicé, ce qui peut être sympa, ça remplace un peu le vin chaud pour ceux qui ont l'habitude de boire du vin chaud. Et du lait de poule aussi, toujours de la part de Cornelia. Moi, le lait de poule, c'est un truc que je mangeais quand j'étais malade. Ma grand-mère me faisait un équivalent du lait de poule. Donc, c'est très régressif pour moi, le lait de poule. Donc, bon, pas trop, mais pour Noël, pourquoi pas. Cornelia avait aussi proposé une recette de Zimstern, donc des bredel alsaciens
je ne sais plus, à la cannelle aussi, des petits pains d'épices qui étaient plutôt pas mal, et qui faisaient des petits gâteaux un peu moelleux, un peu épais, qui sont sympas pour aller avec le café à la fin du repas. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de choix au niveau des recettes pour faire un Noël cétogène, et on va donc commencer à la deuxième partie, c'est justement qu'est-ce que vous décidez de faire en fait. Mais avant ça, on vous donne très faim. C'est qui? Je peux pas vous voir, c'est très très chiant. Bougez pas, j'essaye de voir si j'arrive à avoir vos noms, mais non, il y a un truc qui va pas. Bon, c'est pas grave, je sais pas qui vous êtes, donc je vois vos commentaires, mais je sais pas qui c'est qui les fait, c'est un peu frustrant. J'irai regarder sur la vidéo sur Facebook pour voir qui c'est. Mais ouais, voilà, il y a beaucoup d'idées recettes, et là on en arrive à la deuxième partie, celle de la stratégie à adopter. Parce que en fait, quoi que vous fassiez, ça sera votre choix, et personne n'a à juger votre choix. Il y a plusieurs choix, on va en parler ensemble. Mais le plus important, c'est vraiment de ne pas subir ce truc-là. C'est-à-dire de ne pas être dans le truc où vous anticipez pas, vous dites on verra bien, et en fait le on verra bien se transforme en catastrophe parce que vous dînez ailleurs chez des gens qui ont décidé de préparer plein de choses hyper sucré, vous craquez parce que la tentation est trop grande alors que vous étiez dit non, non, je craquerai pas, et au final, ça donne n'importe quoi, vous culpabilisez, comme vous culpabilisez, le lendemain, vous adoptez la stratégie hyper délétère de foutu pour foutu, le 25 aussi, je vais m'en mettre plein la panse, etc., etc. Donc à un moment donné, non, il ne faut pas subir la situation, vous savez que c'est important, je ne parle pas de garder le contrôle, mais de faire des choix et de les assumer, parce que si vous subissez une situation, si ce n'est pas un choix que vous faites, c'est beaucoup plus difficile après de vous remettre dans les rails, vous rentrez dans une spirale d'échec, alors que quand c'est un choix que vous faites, vous pouvez faire le choix d'en sortir. Donc c'est très important de garder ça en tête. Et du coup, en gros, il y a 3 stratégies que vous pouvez adopter, et on va essayer de les voir les 3. La première, c'est la stratégie du tout lâcher, c'est-à-dire de dire ok, c'est Noël, du 24 décembre au 2 janvier, je m'en fous, j'envoie tout en l'air, de toute façon c'est trop compliqué, je suis invitée tout le temps, il y a de la famille qui passe dans le coin, donc on va faire plein de repas, plein de fêtes, etc. J'en ai rien à faire, cette année je me fais plaisir, je mange normalement. Alors vous imaginez bien que c'est pas ma stratégie préférée. C'est pas ma stratégie préférée parce que quand on a pris du temps à reconstruire un équilibre métabolique, ce genre de stratégie, c'est quand même un petit peu risqué. Mais on est tous différents, donc c'est une stratégie qui peut ne pas impacter les gens qui n'ont pas eu trop de mal à perdre de poids et qui reviendront tranquillement en début d'année et tout va bien. Si vous faites partie de ceux comme moi qui ont un métabolisme hyper susceptible et que vous avez déjà du mal à perdre du poids en serrant la vis, c'est une stratégie qui est quand même relativement suicidaire, et du coup vous allez reprendre du poids, ça va vous démotiver, vous allez être démoralisé, et à la rentrée vous n'arriverez pas à vous y remettre. Donc cette stratégie-là, elle peut être acceptable, mais vous en faites le choix et vous en assumez les conséquences. C'est-à-dire que c'est une stratégie qui a plus de chances d'entraîner une sortie de route, une reprise de poids et une difficulté à s'y mettre, parce que quand on fait n'importe quoi, le cerveau aussi il part un peu en vrille. Je suis polie. Le cerveau il part un peu en vrille, et du coup c'est hyper compliqué après de retrouver la motivation et d'arriver à s'y remettre, surtout quand on se rend compte qu'on a repris du poids, qu'on n'est pas bien, qu'on a des sautes d'humeur à cause des excès de sucre, etc., etc. Donc voilà, ça c'est une première stratégie, elle est acceptable, on peut l'entendre, et si vous la choisissez, vous ne la subissez pas. Je veux pas entendre des ouais mais tu comprends, au final j'ai tout lâché parce que c'était trop compliqué. Non, non, vous avez décidé de tout lâcher, c'est acceptable, il n'y a aucun problème, on fera ce qu'il faut pour revenir, mais vous ne subissez pas le fait de lâcher. La deuxième stratégie qui est à l'opposé, c'est la mienne, et c'est la mienne parce que, encore une fois, c'est mon métabolisme qui est super susceptible, et que la stratégie numéro 1 pour moi, c'est 5 kilos assurés en une semaine qu'il me faudra plusieurs mois pour reperdre, donc c'est impossible. Donc la deuxième stratégie, c'est de se dire, je vais rester strict, je vais manger que des aliments autorisés, je lâche un peu les macros, je lâche un peu les proportions parce que c'est quand même les fêtes et qu'on va pas commencer à se rendre malade pour ça. Donc accepter quand même d'être un petit peu dans le lâcher, perte de contrôle, mais en contrôlant ce qui se passe, c'est-à-dire c'est la stratégie idéale si c'est vous qui faites à manger, c'est-à-dire vous choisissez ce que vous faites à manger, vous faites des choses à manger qui sont acceptables en alimentation cétogène, vous faites votre fameux pain céto, Energus, et vous contrôlez la quantité que vous en mangez, vous restez dans un céto très lax, dans un low carb très lax, vous vous faites plaisir avec des bons légumes, mais vous ne faites pas d'excès parce que vous décidez que comme vous avez le contrôle et que vous faites Noël chez vous, vous ne ferez pas d'excès et que ça sera plus facile pour reprendre la route. Ça, c'est la stratégie que moi j'adopte, mais encore une fois,
c'est ma stratégie parce que j'ai un métabolisme qui est hyper susceptible, pour ne pas dire que mon métabolisme est un... Bref, ça c'est ma stratégie. La stratégie du milieu, et je pense que c'est celle qui est la plus acceptable et la plus simple et qui dans tous les cas va dépendre aussi de votre capacité à vous contrôler, c'est de dire ok, c'est Noël, il va y avoir des débordements parce que je dîne pas chez moi, parce que je suis invitée, parce qu'il y a de la famille qui vient, parce que, j'en sais rien moi, parce que j'ai envie de me faire plaisir mais pas trop, parce que je veux quand même maîtriser, etc. Et là, cette stratégie-là, c'est avoir conscience qu'on va faire des écarts et se les autoriser en conscience, c'est-à-dire faire les meilleurs choix possibles. Typiquement, vous arrivez à table, il y a une super dinde avec de la bonne purée de patates, mais vous savez que derrière, il y a une super bûche faite par un pâtissier super connu. Évitez-moi la purée de patates qui vous apporte pas grand-chose au final, parce que c'est pas le truc le plus transcendant de la terre, de la simple purée de patates. Et décidez en vous-même que à ce repas-là, vous allez faire attention, mais vous vous autoriserez un verre de vin et le dessert. Mais ne commencez pas à picorer tout ce qui passe en disant non, mais j'ai dit que de toute façon, ce repas-là, je m'autorisais des trucs. Choisissez vos combats. Choisissez si vous allez craquer sur le champagne et le vin blanc ou sur le vin blanc et le champagne. Choisissez si vous allez vous autoriser le dessert et si vous vous l'autorisez, faites une petite part histoire de vous faire passer la faim mais ne retournez pas vous servir du dessert. Ou alors amener des desserts céto pour compenser pendant que les autres retourneront se servir du dessert non céto. Enfin voilà, la stratégie du moins pire, c'est-à-dire accepter que vous allez perdre le contrôle, accepter que c'est Noël, qu'on est humain, qu'on a envie de profiter, mais rester dans le contrôle et faire en sorte dès le repas suivant de revenir à des choses maîtrisées. Parce que c'est souvent ça le problème, c'est qu'entre Noël et jour de l'an, il y a de la famille qui est de passage, on a les restes à finir, on a du bon vin qui n'a pas été terminé, qui attend dans le frigo, et puis il y a des promos sur le foie gras en passant au magasin, et puis ceci et puis cela, et au final, on se retrouve tous les jours à faire des repas de fête et à ne plus faire attention à rien, et c'est de plus en plus difficile de s'y remettre. Donc pour moi, la stratégie la plus efficace, c'est de s'autoriser des excès en conscience, de comprendre qu'on va les faire, de faire des choix, de choisir lesquels on va s'autoriser et lesquels sont absolument débiles. Et une fois qu'on a choisi ça, d'essayer dès le lendemain, dès le repas suivant, de reprendre les rails. Même si c'est pour 2 jours, parce qu'au bout du 3e jour, on sait qu'on est encore invité et qu'on va encore faire des excès. Dès que vous avez le contrôle sur votre alimentation, revenez dans les rails, ça rendra le retour à la normale moins difficile à l'issue des 10 jours qui entourent ces fêtes de fin d'année. Alors, difficile, machin, blablabla. Alors ouais, je sais pas ce qui se passe au niveau des coupures. Moi, chez moi, ça marche. Donc voilà. Fruits de mer et huîtres, oui, bien sûr, c'est très bien, les fruits de mer et les huîtres. En termes de... ouais, ça donne les fruits de mer et les huîtres. Normalement, il y a très peu de glucides, il y en a un peu dans les moules, etc. Mais ça reste quand même des très bonnes sources de protéines, donc il n'y a pas de panique à avoir sur les fruits de mer. Tes enfants se lèchent les babines, Victoria. Merci de signer, comme ça je sais qui c'est en attendant que je résolve mon souci. Oui, oui, les desserts, il y a plein de desserts céto, c'est sympa. Voilà, et... c'est exactement ce que j'ai vécu, et après pour m'y remettre, c'est la... voilà, après pour s'y remettre, c'est compliqué. Quel alcool, quelle quantité? Alors je ne sais pas qui c'est qui pose la question, j'en parle sur mon blog à un endroit. L'idéal, c'est de s'autoriser un verre de champagne ou de vin blanc sec, éventuellement un verre de champagne et un verre de vin blanc sec, mais pas plus par repas, et clairement pas 2 repas de suite, c'est-à-dire que... moi, je le vois chez les gens que j'accompagne, dès qu'il y a de l'alcool qui rentre en jeu, l'ensemble du repas n'est pas assimilé, ça crée des hausses de poids, et parce que le foie est trop occupé à évacuer l'alcool pour avoir le temps de faire autre chose. Donc clairement, essayez d'éviter trop d'alcool et trop d'affilée, c'est-à-dire faites-vous un plaisir un soir, vous faites apéro champagne, un verre de vin blanc, un verre de vin rouge, redessert champagne, mais c'est tout, quoi. C'est le grand maximum de la semaine, et idéalement c'est un verre ou 2 grands max d'alcool léger, les plus secs possibles par repas. Alors, stratégie 1, trop dangereux pour moi. En plus, c'est pour se sentir mal psychologiquement. Moi, ça sera low carb et je limite l'alcool très fort. Voilà, ça c'est la stratégie 3. C'est vraiment le fait de se dire, ok, je vais rester dans les clous, je m'autorise un peu d'alcool mais en limitant, et je fais des bons choix par rapport à ce que je m'autorise.
Vu que nous sommes plusieurs, cela vient de chez Sophie, c'est ce qu'elle a dit au début du live. Oui, alors je suis pas sûre, hein, parce que moi, chez moi, ça marche bien. Alors, on verra. Au début, j'ai eu du mal à me connecter, mais là, ça marche. J'ai lu que si la frustration est trop intense, le cerveau enregistre ce qui fait envie et par conséquent, on grossit même si on n'a pas mangé. Non. Non, 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 ça c'est des bonnes excuses pour craquer quand on se sent, quand on se limite. Le truc qui fait craquer le cerveau, c'est quand on n'est pas capable de mettre en place les comportements qui vont permettre de guérir l'addiction. Je ne sais pas qui c'est qui a posé cette question, mais clairement il faut que tu regardes le live où je parle de l'addiction et le live où je parle du trouble du comportement alimentaire. La frustration, ça ne fait pas craquer. Ce qui fait craquer, c'est quand tu te prives et que tu n'as pas de résultat. Si tu fais des efforts et que tu vois les résultats, tu n'es pas frustré, tu te fais du bien, tu es content et ça te motive à aller plus loin. Donc cette idée de la frustration ferait grossir, moi je ne suis absolument pas d'accord. Pour grossir, il faut sécréter de l'insuline et stocker ce qu'on mange. Si vous ne mangez pas et que vous ne sécrétez pas d'insuline, vous aurez beau être super frustré, vous ne stockerez pas plus que si vous n'êtes pas frustré. Ce qui fait stocker plus, en revanche, c'est quand on met le corps dans un état de stress métabolique parce qu'on ne lui donne pas assez à manger et que là, le corps n'arrive pas à se dire j'ose déstocker parce qu'il est en danger et ça, j'en ai déjà parlé. Mais la frustration qui vient essentiellement d'un état psychique ne fait pas grossir. La frustration, c'est un état d'esprit qui n'est pas conforme à ce que vous êtes en train de faire. Vous vous sentez frustré alors qu'en fait, vous travaillez à résoudre un problème. C'est un peu comme dire... si, je ne sais pas moi, un champion du monde de golf, allez, on va prendre Tiger Woods, pour être champion du monde de golf, son objectif c'était de devenir champion du monde de golf, ben, Tiger Woods, il s'est entraîné dur tous les jours. Il n'a pas fait un mois d'entraînement et puis 2 mois de n'importe quoi et puis un mois d'entraînement, non. Tiger Woods, tous les jours, il s'est levé et il est allé jouer au golf 4, 6, 8 heures par jour jusqu'à ce qu'il puisse devenir champion du monde. Est-ce qu'il était frustré de jouer au golf tous les jours? Non. Donc c'est ça en fait, vous n'êtes pas dans la bonne démarche si vous ressentez de la frustration, mais la frustration ne fait pas grossir. Ce qui fait grossir, c'est le stress métabolique que vous mettez à votre corps en ne lui donnant pas assez à manger, pas assez d'aliments nutritionnellement denses et en le stressant. Mais ça n'a rien à voir avec la frustration, c'est un comportement par rapport à ce que vous mettez dans votre assiette. Alors... Perso, j'aime pas l'alcool du tout. Oui, alors moi, le seul alcool qui me plaît, c'est la bière et pas très Noël, donc voilà, ça va bien. Je boirai, je pense, une petite coupette de champagne, la demi, juste pour dire, mais c'est le seul excès. 3 verres de vin et j'ai la gueule de bois. Oui, bah il y a des moments où je choisis la stratégie 2, Morgane, je me sens encore trop fragile face au goût sucré. Oui, alors ça c'est clair. Moi je vais faire des desserts céto et j'en mangerai pas beaucoup. Peut-être que j'achèterai une glace ou une bûche glacée pour les non céto parce que ça me permet d'éviter de faire des gros desserts. Je ferai peut-être quelque chose juste pour moi parce qu'on n'est pas nombreux. Quand on est très nombreux, je me mets en chantier pour faire une bûche céto parce que forcément on est nombreux, mais là pour 5 personnes, peut-être pas me mettre en chantier pour des gros desserts céto. Donc du coup, je vais me faire un petit dessert céto pour moi et je vais acheter du non céto pour les autres. Ok, du coup, on est parti sur la partie 3, à moins que vous ayez encore des questions sur cette partie 2 de la stratégie adoptée, mais je pense que c'est assez clair. Hein. Ne pas se mettre en danger en n'étant pas préparé et en faisant n'importe quoi, parce que psychologiquement, c'est difficile de reprendre. Donc, préparez-vous, blindez-vous. J'ai vu l'autre jour Julie qui disait qu'elle avait dit à sa belle-mère ou à sa mère, je ne sais plus, ses 4 vérités par rapport à ses incitations à toujours goûter, manger des trucs parce que ça ne va pas la tuer. Clairement, les fêtes de fin d'année, c'est souvent aussi le moment où on se confronte à ce genre de choses. Et ça peut être difficile. Moi, je me rappelle d'un Noël où j'avais perdu, juste après que j'ai perdu mes 40 kilos, donc ça devait être 2010, 2011 on va dire, j'ai perdu entre 2006 et 2008, donc voilà, 2010 disons, où on était chez une tati, à l'époque on faisait encore les Noëls en grande famille, après on a renoncé parce que ma belle-mère elle a 2 sœurs et un frère, et quand on fait Noël en famille, bah, c'est les 4 frères et sœurs avec chacun leurs 2-3 enfants, mariés avec chacun 2-3 enfants, donc on était minimum 25 à table, et là aujourd'hui si on voulait le refaire on serait 40, donc on a arrêté depuis, mais à l'époque on faisait encore les Noëls en grande famille étendue, et je me rappelle d'une tati qui a insisté, mais
lourdement pour que je mange du gratin dauphinois qu'elle avait fait avec de la truffe fraîche que son mari avait cueillie et qui insistait en me disant que c'était super bon et que ça n'allait pas me tuer. Et j'ai mis un froid, comme je sais très bien le faire, en disant que si justement à terme ça allait me tuer, donc j'en mangerai pas. Et en fait, les fêtes de fin d'année, c'est pas une raison pour céder aux fantasmes nutritionnels des gens qui vous entourent. Alors vous n'êtes pas obligé de vous étaler sur ce que vous mangez parce que ce que vous mettez dans votre assiette, ça ne regarde que vous parce que c'est votre santé. Donc si personne vous fait de remarques et qu'il y a de quoi vous débrouiller, débrouillez-vous et puis passez des bonnes fêtes et ne créez pas le conflit. Mais il y a un moment où il faut être capable aussi de couper court à la discussion, de ne pas rentrer trop dans les détails de ce qu'on mange parce que les gens ça leur paraît absolument aberrant, et couper court à la discussion en étant capable de dire que c'est juste pas le moment et que plus tard vous en parlerez, mais que là aujourd'hui vous faites comme ça parce que c'est comme ça et un point c'est tout. Il y a vraiment besoin de vous blinder, je pense notamment aux débutants. C'est vraiment, les débutants, il faut vraiment être capable de comprendre ça, quoi. Ne vous laissez pas influencer par l'entourage qui, d'une, ne comprend pas les principes de cette alimentation parce qu'ils n'ont pas été formés et ils n'y voient que des fantasmes de danger, de mauvaise santé, etc., qui sont des fantasmes véhiculés par des croyances nutritionnelles qui sont erronées, donc déjà d'une. Et aussi, n'oubliez jamais que la bouffe et l'affect, c'est des choses qui vont de pair. Il y a beaucoup d'affect dans la nourriture. Moi, depuis que j'ai commencé à changer d'alimentation et a fortiori ces 2 dernières années en montant mon entreprise sur ce sujet-là, je me confronte à des réactions d'une violence inouïe. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous disiez à quelqu'un « Oh, j'aime bien ton pull bleu » et que l'autre il dise « Ah non, moi j'aime pas le bleu ». Bah voilà, j'aime bien ton pull bleu, ah non, moi j'aime pas le bleu, c'est relativement sain et on a donné son avis. Dès que ça touche à la bouffe, c'est incroyable la violence et l'ampleur que ça peut prendre et les gens ne vous lâchent plus jusqu'à vous faire admettre qu'ils ont raison parce que c'est leur façon de manger qui est la bonne, etc., etc. Généralement, les mêmes personnes qui sont fort en bon point ou qui ont des problèmes de santé ou des choses comme ça. Bref. Donc il faut vraiment vous blinder là-dessus et être capable d'enlever l'affect de tout ça et de rationaliser. Vous suivez une alimentation qui est bonne pour votre corps, votre métabolisme à vous. Si les gens qui vous aiment ne sont pas capables de le comprendre, juste vous les écartez du sujet, quoi. Vous leur dites que c'est votre problème et pas le leur, et que c'est votre assiette et pas la leur, et que c'est votre santé et pas la leur. Mais n'entrez pas dans des débats sans fin parce que vous ne vous en sortirez pas. Il y a beaucoup trop d'affect dans la nourriture pour que ce soit possible. Surtout pas pendant les fêtes de Noël. Donc je vais lire un petit peu. Clairement avec les enfants on va faire des choix de repas et ce sera le pied comme ça, on sera maître de nos apports. Bah oui, c'est que c'est ça. Sophie, tu as déjà ajouté la Collier 2 grammes de glucides. Oui, alors le problème de la bière Collier, c'est que je sais pas, moi, à partir du moment où il y a du... Je pense que mon foie, il est hyper chiant en fait. À partir du moment où il y a un peu d'alcool... Voilà, je stocke. Donc, moi, il m'est arrivé de prendre 2 kilos en une soirée juste parce que j'ai bu 3-4 bières autour de mon repas céto. Donc, en 2017, quand je me suis rendu compte que c'était juste infernal, j'ai décidé d'arrêter la bière et j'ai bu ma dernière bière que je buvais déjà avec grande modération le 17 mai 2017. Et je peux même vous dire que c'était une Smith Wessex. Je ne me rappelle plus la marque, enfin, c'est un truc irlandais que j'ai bu à la butte aux cailles avec mes collègues de travail en plein Paris et j'ai décidé que c'était la dernière parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment trop délétère pour moi. Donc ça fait 3 ans, plus de 3 ans que je n'ai pas bu une bière et je me contente de ma coupette de champagne. J'étais très très en retard, je n'ai même pas dit bonjour, bonjour et au revoir, je vais voir le début en replay. Pour moi les fêtes c'est Macron qui décidera, soit je jeûne si on est en famille parce que j'ai pas envie d'être avec eux, soit je gère pas d'alcool si on est confiné parce que j'ai du mal à revenir sur les rails. Alors pour les fêtes il ne s'agit pas de refaire n'importe quoi, effectivement. Ah, effectivement. Ah oui, alors ça, j'adore faire à manger. Comme je cuisine longtemps, arrivé à table, je n'ai plus faim. Mais c'est clair, ça, c'est un truc de malade. En fait, ma grand-mère disait de toujours, j'ai pas faim, je me suis nourrie d'odeur. Et en fait, c'est ça. Quand on passe la journée à cuisiner, quand on arrive à table, ça ne nous fait plus envie. Après, il ne faut pas goûter. Voilà. Je me suis inscrite au programme cette semaine. L'idée du calendrier de l'Avent en recette est géniale. Il est disponible sur mon site. Je vous retrouverai le lien, je vous le remettrai dans le groupe.
Nanana, j'adore préparer les repas de Noël, j'essaye de maintenir la tradition car je n'ai plus que mon frère et mes enfants. Bah oui, bah ça, c'est bien les Noël en petit comité aussi, c'est pratique. Enfin moi je sais que cette année, quand j'ai vu arriver la situation sanitaire, que je me suis dit, on va peut-être pas mélanger, parce que moi j'ai 3 paires de grands-parents, on va peut-être pas mélanger les 3 paires de grands-parents qui sont tous plus ou moins à risque, avec ma fille qui va toujours à l'école, etc. Je me suis dit, tiens, ça va être l'occasion de refaire un Noël un peu chaleureux, où je serai un peu plus tranquille, parce que quand on fait à manger pour 10 personnes, voilà quoi, on est fatigué quand arrive le soir et le service est un peu compliqué. Donc là, je vais pouvoir me faire plaisir, faire des très bonnes choses que je vous partagerai. Et en même temps, en profiter un peu plus de mes proches dans un truc où on va être un peu en circuit restreint. Ne pas faire n'importe quoi. C'est ça, ne pas faire n'importe quoi. Surtout que nous, la team, on ne vient pas juger leurs assiettes car chacun devrait pouvoir manger ce qu'il souhaite. Oui, c'est clair, nous on dit rien quand on les voit se gaver de trucs dont on sait que c'est mauvais pour eux. Alors pourquoi est-ce qu'ils nous enquiquinent nous alors qu'on mange des choses dont on sait que c'est bon pour nous? Oui, bah oui, alors ça je suis sûre que c'est Angie ça qui a commencé à grossir à Londres quand elle a commencé à prendre de la bière. La bière c'est radical, hein, c'est impressionnant. Je ne bois plus d'alcool pour éviter les discussions à ce sujet. Je dis que j'ai des allergies et ça coupe court à la polémique. Idem. Oui, alors moi l'alcool, comme j'ai jamais trop aimé le vin, on n'insiste pas. Le seul truc c'était la bière et moi je dis que je bois plus d'alcool parce que j'ai un problème de foie et puis voilà, ça passe. Pareil pour les glucides en fait. Quand vous êtes à table avec des gens qui disent oh là là, mais tu manges rien, il faut que tu manges, regarde les pâtes, regarde le pain, la machin. Si vous leur dites non, mais j'essaye de réduire les glucides, ils comprendront pas. Si vous leur dites non, mais j'ai un problème métabolique, je peux pas me les permettre, ils comprendront beaucoup mieux. Donc, dans votre façon d'exprimer aussi le fait que vous ne mangez pas de glucides, c'est à vous de le dire d'une manière qui coupe court à la discussion. Si vous commencez à dire non, mais j'essaye de perdre du poids, là, ouais, ça va, c'est Noël, tu vas pas faire régime, etc. Quand on parle de problèmes métaboliques, qu'on essaye de résoudre des problèmes métaboliques, qu'on parle de prédiabète, de diabète, les gens comprennent. Aujourd'hui, quand quelqu'un arrive et vous dit oh là là, non, je vais pas manger de canard parce que j'ai du cholestérol, bon, nous, ça nous fait sourire parce qu'on sait que ça n'a rien à voir, mais personne va l'enquiquiner avec son cholestérol et son canard. Là, c'est pareil, j'ai des problèmes métaboliques, je peux pas me permettre les glucides, je peux pas me permettre les féculents, et généralement, ça coupe court et ça passe très bien. Perso, ma famille sait que je ne bois pas d'alcool. Souvent, les amis disent que je ne suis pas drôle, mais on s'en tape chacun sa merde. Oui, alors ça, le fait de ne pas être drôle quand on ne boit pas d'alcool, voilà quoi. Hein, à un moment donné, si vous avez besoin d'alcool pour être rigolo, c'est que vous n'êtes pas très rigolo de nature. Risque zéro, nous et nos 2 chats. Bon, ça c'est parfait, il y a 0 risque du coup, effectivement. Du coup, on va parler des stratégies pour éteindre le feu. Les stratégies du pompier, une fois que vous avez terminé cette période un petit peu difficile. Alors, bien entendu, la stratégie ne va pas être la même en fonction des excès que vous serez autorisé ou pas, mais globalement, elle ne doit pas être si différente. C'est-à-dire que la stratégie du je jeûne pendant 3 jours alors que d'habitude je jeûne jamais pour me remettre de mes émotions des fêtes, non, c'est pas une bonne idée. La stratégie idéale, c'est de revenir à ce que votre métabolisme connaît, pas de le stresser encore plus, pas de lui imposer un stress métabolique avec une grosse privation. Et là, on est dans la privation de nutriments, on n'est pas dans la frustration, parce que là, vous allez stresser votre métabolisme qui sera passé de... il va devenir bipolaire, votre métabolisme, il sera passé de l'excès de tout à plus rien du tout, alors qu'il n'a pas l'habitude. Donc, si vous avez l'habitude de faire le jeûne intermittent et que vous ne prenez pas de petit-déj, bien entendu, c'est une très bonne idée de reprendre rapidement le jeûne intermittent si pendant la semaine de vacances, vous vous êtes autorisé des brunchs ou des petits-déj en famille, forcément. Si vous avez l'habitude de pratiquer le jeûne type OMAD, de manger qu'un seul repas par jour, c'est aussi une bonne idée d'essayer de vous y remettre rapidement. Mais ne le faites pas pour vous punir ou pour compenser un excès. Faites-le juste dans le cadre de quelque chose qui va être durable. Donc si vous avez l'habitude de faire des OMAD réguliers, oui, vous pouvez vous remettre au jeûne OMAD de manière régulière derrière. Mais ne commencez pas à jeûner 1 jour, 2 jours, 3 jours alors que vous n'avez jamais jeûné de votre vie, ou à vous priver de petit-déj absolument, juste parce que vous avez fait des excès. L'idée, c'est de revenir à l'alimentation dont vous vous êtes écarté à cause des fêtes, de revenir à ce que vous faisiez. Alors bien entendu, si vous réduisez encore un peu plus les glucides pendant cette période et que vous forcez un peu plus sur les protéines, ça ne fera pas de mal. Mais restez raisonnable. Ne commencez pas à dire je vais faire exploser la bombe Hiroshima pour éteindre le petit incendie de poubelle, quoi. Non, c'est pas ça le truc. C'est vraiment, on adapte
la stratégie de retour à la normale doit être adaptée à la stratégie que vous avez choisie. Et il ne faut pas que ce soit inversement proportionnel. Ce n'est pas parce que vous avez fait beaucoup d'excès qu'il faut beaucoup vous punir. Il faut essayer de revenir à des choses lisses, des choses dont vous avez l'habitude et reprendre tout doucement le bon chemin. C'est un peu comme si vous vous écartiez du chemin et que vous perdiez 1 heure, vous revenez sur la route, vous n'allez pas rouler à 200 à l'heure juste pour rattraper votre retard parce que c'est courir un risque, c'est pas grave, vous vous êtes un peu écarté de la route, vous en avez profité pour batifoler sur des départementales, vous avez perdu 1 heure sur votre trajet, c'est un choix, vous l'avez fait, c'était bien, vous avez profité du paysage, vous revenez sur la route, vous reprenez votre rythme normal. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on a bientôt fini? Il est 11h44, ça fait quand même 44 minutes qu'on parle de Noël. Perso, dès que je mange les glucides, je fais des crises d'urticaire. J'ai des boutons qui apparaissent et des manches comme si j'avais un moustique qui m'avait bouffé. Donc il y a vraiment un souci quelque part. Bah là, ton corps, il t'envoie bien le signal. Moi, je ne veux pas de glucides. Votre corps vous envoie des signaux. Et c'est pour ça qu'il est super, qu'il faut savoir l'écouter et qu'il est super sympa votre corps parce qu'il vous envoie tous les signaux nécessaires. Donc surtout, écoutez-le et ne le froissez pas, ne le stressez pas, ne le rendez pas dingue. C'est pas la peine. Faites vos choix en conscience, faites des choix, ne subissez pas ce que vous allez faire à Noël. Je veux pas voir des gens dire « Oh, j'ai craqué, machin ». Non, non, c'est pas du craquage. C'est un choix parce qu'à un moment donné, on est des êtres humains sans aide. Et que en tant qu'être humain, on a envie aussi de sociabiliser et des fois cette sociabilisation elle passe par la bouffe. Parce qu'en tant qu'être humain, des fois on a envie de se faire plaisir en mangeant des choses qui nous plaisent et c'est normal. Le truc c'est de ne pas rendre ces choses-là hors de contrôle, de ne pas rendre ces choses-là normales. Quand on a décidé de changer d'alimentation, il faut vraiment voir ces choses-là comme des exceptions. Et comme toute exception, ça ne peut pas durer et il faut être capable de revenir à la règle qu'on s'est fixée avant. Donc si on fait une exception à la règle, on la fait en conscience, on l'a choisie, on peut décider de faire beaucoup, pas beaucoup, faire le moins pire, lâcher complètement, mais c'est une décision qu'on prend, c'est un choix qu'on assume en sachant qu'on va perdre du temps sur ce chemin et qu'après il faudra revenir sur la route et qu'on ne pourra pas accélérer pour compenser le temps qu'on a perdu. Combien de jours en stratégie pompier? Alors, combien de jours en stratégie pompier? J'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de jours, c'est-à-dire que naturellement, ça va se lisser. Si tu as fait des excès pendant 1 semaine et que tu sens que tu as vraiment débordé, que ta balance, elle fait la gueule, il vaut mieux que tu fasses la stratégie pompier jusqu'au moment où ta balance, elle repart à la baisse. Mais cette stratégie pompier, elle n'a rien d'ultime, quoi. C'est vraiment juste essayer de revenir à la normale, à votre normale la plus stricte possible. Et après, une fois que vous serez revenu à la normale la plus stricte possible, celle que vous vous imposez depuis longtemps parce que vous savez qu'elle fonctionne, vous pourrez repartir sur des choses un peu moins strictes. Mais au final, la stratégie du pompier, c'est juste de faire les choses comme il faut en fait. Stratégie 2 pour les fêtes. Assumer, assurer, se blinder, mais je ne sais pas encore où nous allons le faire, peut-être dans la famille. Belle famille, plus difficile pour la stratégie et les questions et les réflexions. Ouais, effectivement, quand on ne sait pas. Mais des conseils, il faut faire des choix. Après, ces choix de lâcher, ça peut être aussi des choix parce qu'on ne peut pas faire autrement et qu'on a décidé de ne pas s'opposer à la famille, qu'on a décidé que non, on n'allait pas se trimballer ses œufs durs. Moi, j'ai déjà fait des soirées de Noël où j'étais invitée à amener mes œufs durs et mes petites fat bombes au chocolat, à aller aux toilettes juste avant de passer à table pour manger mes œufs durs, à grignoter juste un petit peu dans l'assiette en mode non mais j'ai pas très faim, ça va, à me faire plaisir avec le plateau de fromage et au moment du dessert, retourner aux toilettes, refuser le dessert parce que plus faim, et retourner aux toilettes, me manger 2 fat bombes au chocolat et j'avais fait mon repas. Voilà, c'était... ça se fait, ça se fait. Merci, sans ce live, j'aurais pas trop bien anticipé, du coup je me sens plus en confiance. C'est bien, c'est le but du jeu. Il faut être en confiance, il faut se dire que vous maîtrisez la situation, les choix que vous faites, vous les assumez et surtout ne pas vivre ça comme un échec. Ça n'est pas un échec, c'est un choix parce qu'à partir du moment où vous n'anticipez pas, où vous ne décidez pas d'une stratégie, où vous vous laissez déborder, vous rentrez dans la spirale de je ne maîtrise rien. C'est un échec, vous culpabilisez et le retour à la normale est hyper difficile. Donc surtout, pas d'échec,
de l'anticipation et des choix. Et surtout, vous profitez bien de vos fêtes de Noël. Je pense qu'on a terminé. Est-ce qu'on a terminé? Oui, non, non, oui, oui. Vous avez encore des questions? Bon, tout va bien. Je vais essayer de résoudre mon problème sur mon application pour que la prochaine fois, je vois qui c'est qui me parle. Il paraît que vous avez eu des soucis de connexion. De mon côté, ça avait l'air de bien marcher, donc je ne sais pas d'où ça vient. C'est peut-être Facebook qui a des ratés ce matin. Dans tous les cas, je vous mets le live à dispo sur le groupe, dans les modules, et sur la plateforme d'apprentissage dès que j'arrive à récupérer suffisamment d'internet pour pouvoir l'uploader tranquille, parce qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué. Et on se reparle la semaine prochaine. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao!